Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés: la transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenus concrets, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Pour se lancer en freelance, tout commence donc par un tilt, cette étincelle qui nous pousse à nous engager dans l'aventure de l'indépendance. Puis, la réalité du quotidien nous rappelle rapidement qu'une activité en free doit être rentable, durable et surtout bien gérée. C'est pour cela que j'ai décidé de consacrer le mois de mai 2024 au freelancing, ce mode de travail très convoité. J'avais envie de vous partager des inspirations et des outils pour être bien préparé et bien équipé pour cette nouvelle vie pro. Et je suis ravie de vous annoncer que pendant tout le mois du freelancing, je suis en partenariat avec Blank. Blank, c'est le compte pro des indépendants. Un outil clé en main pour gérer vos finances et votre comptabilité en toute simplicité. En choisissant Blank comme compagnon de route, vous accédez à une multitude de services qui vous aideront à vous focaliser sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire votre cœur de métier. Avec Blank, nous partageons d'ailleurs une conviction au sujet du freelancing. Devenir indépendant est un choix professionnel singulier, excitant et exigeant. Et pour que cette aventure soit une réussite, notre mission est de vous aider à comprendre les défis du lancement en freelance et renforcer votre confiance en vous et en votre projet, qui vous permettra d'opérer ce changement pro tant attendu. Comptabilité, fiscalité, couverture sociale, impôts, URSSAF, ce jargon du lancement en freelance vous angoisse? Eh bien, je vous comprends. L'aspect administratif et financier peut parfois être un obstacle pour s'engager dans ce mode de travail. Et je ne pouvais pas faire ce mois du freelancing sans un épisode un peu plus technique sur le passage en freelance. Alors, pour y voir plus clair sur tous ces sujets épineux, j'ai convié à mon micro un expert du sujet, Simon Parisot, le CEO et cofondateur de Blank. Je lui ai posé plein de questions pour vous aider à mieux comprendre vos possibilités, vos devoirs et vos responsabilités quand vous vous lancez en free. Par exemple, comment choisir son statut juridique? Comment bien choisir son compte pro? Comment faire ses déclarations à l'URSSAF simplement? Pourquoi est-ce que c'est important de faire un business plan? Ou encore, comment reconstituer sa couverture sociale ou anticiper sa retraite? Bref, on a abordé tous les sujets épineux que l'on met souvent sous le tapis pour vous faciliter au maximum le lancement dans cette nouvelle vie professionnelle freelance. Un conseil, prenez des notes. Bonne écoute! Bonjour Simon. Bonjour Léa. Bienvenue sur le Tilt. Merci. Je suis ravie de te recevoir dans le cadre de notre mois du freelancing ensemble. Sur ce mois de mai 2024, on met en avant les freelances. C'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. Et je sais que chez Blank, vous avez une super expertise pour aider les freelances à se lancer dans l'aventure de l'indépendance. Alors, on va discuter de ça ensemble aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me dire, Simon, qui tu es sans parler de ton travail, s'il te plaît? C'est très compliqué comme question parce que tu me le disais juste avant, un entrepreneur, une grosse partie de comment il se définit qui est définie par son travail. Mais pour essayer, je dirais je suis un heureux papa d'une petite fille, bientôt de 2 enfants, de 34 ans. Je suis ingénieur. Je pense pas qu'on parle de mon travail en disant ça, c'est vraiment ma personnalité. Très geek. J'ai toujours fait de la tech, j'en fais toujours, développeur, électronicien, des petits trucs comme ça, dans tout le temps libre que je peux avoir. Et puis, voilà, marié à une femme incroyable, avec une petite fille incroyable aussi, voilà.
Génial, pas mal pour quelqu'un qui n'avait pas préparé Oui, cette je trouve. question. Super. Et du coup, quelles sont tes activités professionnelles aujourd'hui? Mes activités professionnelles, c'est d'avoir lancé, pas tout seul, on était quelques-uns, et de diriger actuellement Blanc, qui est donc pour le dire simple, une néobanque pour les professionnels indépendants. Et un peu plus largement que ça, une solution complète qui aide les indépendants, et notamment les freelances dont on va parler, à se lancer déjà, à créer leur entreprise, se lancer, s'équiper avec les premiers outils, et puis se gérer au quotidien. Et notamment, on accompagne sur gérer tout ce qui est un peu complexe, un peu galère, tout l'administratif, la paperasse, sur lequel personne n'a envie de passer de temps, et pourtant qui prend un temps incroyable à quasiment tous les freelances qui sont à leur compte. Ouais, et puis qui est une grosse barrière à l'entrée. Souvent, on s'en fait une montagne parce que c'est un sujet compliqué à décortiquer. Donc, on va en parler ensemble aujourd'hui. Pourquoi vous avez créé Blanc? C'est quoi la genèse du projet? Alors, la genèse du projet, on était trois personnes initialement. Charles-Henri, qui est toujours mon associé, qui est CEO de la boîte, Paul-Henri, qui est resté au début du projet, et moi-même. Et en fait, ça vient d'une connaissance et d'une expertise. Je travaillais depuis quelques temps sur les systèmes de paiement, les systèmes bancaires et toutes les technologies autour de ça. Et donc, d'un côté, on commençait à avoir une connaissance euh, on est à peu près capable de savoir comment on créerait une banque. Parce que c'est pas une question absolument triviale à la base, mais on commençait à avoir quelques idées au clair là-dessus. Et de l'autre côté, Charles-Henri, Paul-Henri travaillaient sur les entrepreneurs, les créateurs d'entreprises, les toutes petites entreprises, en accompagnant beaucoup sur des projets différents qu'ils avaient fait préalablement. Et on a commencé à connecter les points comme ça avec, alors je les appelle plutôt Charles-Paul, on drop le Henri en général, mais avec Charles-Paul, on a commencé à connecter tout ça. On est capable de faire une banque, pour simplifier un peu l'expression. On comprend bien les problématiques et les enjeux de ces tout petits entrepreneurs, et notamment on voit que il y a quand même un problème dans la façon dont ils sont accompagnés sur ces outils, justement, bancaires, administratifs, gestion des factures. Il y a un gros vide. Et donc, en connectant tous ces points, on a lancé ce qui était l'idée de Blanc, tout début 2020. Commencer par fabriquer une solution de paiement, un compte pro pour les entrepreneurs, et ajouter autour de tout ça ce qui leur permet de gagner du temps. Alors, ça, c'est toute Audacieux. l'initiation. Ouais. Audacieux en 2020 de lancer un produit Alors, pour on a, les indépendants. on a lancé tout ça, on a vraiment bossé sur l'idée. Je crois que les toutes premières lignes de code, ça devait être décembre 2019. On a créé la boîte début 2020, donc on n'avait aucune idée de ce qui allait nous tomber dessus en mars 2020. Donc oui, c'était plutôt une période chamboulée, mais période sympa, où on était à peine en train de créer l'entreprise, et une petite actualité mondiale nous est tombée dessus. Légère. In fine, il s'est passé deux choses. Déjà, on avait peur que instantanément le marché sur lequel on venait à peine de se lancer, on n'était même pas lancé, disparaisse, c'est-à-dire que les gens arrêtent de créer des entreprises parce que contexte complètement incertain, et on s'est dit c'est une possibilité. En fait, on a observé radicalement le contraire. Ça a boosté la création d'entreprises, mais énormément. Donc, on a continué à fond dans ce qu'on faisait. Et puis, on était aussi assez incertain sur comment on pouvait créer une entreprise, nous, en période de Covid. En fait, ça s'est très bien passé aussi. Puis ça, d'une certaine façon, je pense que ça a formé une certaine partie de l'ADN qu'on a aujourd'hui, dans la façon dont on travaille ensemble, dans l'autonomie qu'on donne à chacun, puis des choses tout bêtes, la capacité, la liberté qu'on donne dans le fait d'être chacun soit chez soi, soit dans un autre pays, soit ici. Tout ça vient aussi du fait que quand on s'est créé, de toute façon, on ne pouvait pas être tous dans la même salle, donc on n'avait pas le choix. Ouais, génial. Ça, finalement, c'est une de vos valeurs, quoi, qui ressort aujourd'hui. Ouais, en tout cas, ça a formé quelques-unes de nos valeurs. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis aussi sur... il y a une grosse crispation autour de mars 2020, où les gens étaient assez insécures sur leur vie professionnelle, etc. Mais finalement, et moi je l'observe dans les auditeurs du Tilt et les personnes qui peuvent changer de vie professionnelle aussi, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de départs d'entreprises, et donc finalement, une belle opportunité aussi parfois pour se lancer en indépendant, pour tester un projet qui était dans les cartons depuis longtemps. Finalement. Exactement ça, ouais. En fait, on a vu un peu deux mouvements, on en entend toujours parler par nos clients. D'un côté, il faut être honnête, ça existe tous ceux qui ont été forcés de se lancer en indep parce que plus de boulot d'une façon ou d'une autre, et on sait que le travail indépendant, pour certains, c'est aussi une façon de rebondir parce qu'ils ne trouvent pas de salariat. Mais aussi beaucoup de personnes, c'est un peu ce que tu disais, je pense,
pour qui ça a chamboulé, de toute façon pour nous tous ça a été le cas, ça a chamboulé beaucoup de choses dans notre vie, on a remis beaucoup de choses en question, tout d'un coup le quotidien était un peu différent et du coup ça a déclenché des choses de ça fait 5 ans que je veux me lancer, que je veux être à mon compte, pourquoi c'est pas maintenant, pourquoi j'attendrai encore, et donc je pense que ça a déclenché beaucoup ça, et donc on a vu un boost des créations d'entreprises qui s'est pas tellement arrêté depuis, quoi. C'est vrai, et j'en suis d'ailleurs en réfléchissant, j'en suis une belle illustration. Lancement indépendant juin 2020. Merci la sortie de start-up. Ouais, Facile. et merci Covid. Exactement. Ça veut dire quoi être freelance? Ça veut dire quoi être indépendant aujourd'hui? Alors, chez Blanc, on distingue un peu les deux. Ouais. Disons qu'on considère que les freelances sont inclus dans l'indépendant, mais tout ça, c'est un peu de la terminologie. On pourrait mettre ce qu'on veut derrière. Ouais. Mais si on reste là-dessus, les indépendants, c'est toutes les personnes qui exercent à leur compte, qui sont leurs propres patrons, et donc en général, qui ont une entreprise de 0 salarié pour la majorité. Elles sont toutes seules dans l'entreprise, ou très peu de salariés. Donc on sait qu'il y a beaucoup d'indépendants qui en fait font ça à deux. Parfois c'est mari et femme, parfois c'est deux potes qui sont lancés ou plein de choses comme ça. Aussi quand l'activité grossit un peu, il y en a plein qui prennent stagiaire, alternant ou un CDI. Mais en général, ça reste très petit. Et la définition d'indépendant a une frontière un peu floue, mais ça reste des personnes qui sont quasi toutes seules. Et donc, et c'est là-dessus qu'on s'est lancé, ont tout à faire toute seule. Je pense que c'est cœur dans la définition de ce qu'est un indépendant. Il fait tout seul, son métier, mais également la gestion de son entreprise. Et là-dedans, tu parlais des freelances. Ouais. On le définit, mais honnêtement, plein de gens pourraient avoir une définition différente. Mais on définit une part des indépendants qui est un peu spéciale. Sur à peu près en France 4,5 millions d'indépendants, il y en a environ 1 million qu'on met dans freelance, qui sont des métiers... alors je dirais plus moderne, mais plus récent. On va avoir là-dedans des développeurs informatiques, des designers, etc. Mais en fait, là aussi, la frontière est très floue, et donc on va avoir beaucoup d'indépendants qui se considèrent freelance ou qui vont aller chercher des solutions pour freelance pour qui ça va très bien répondre, et qui sont sur des métiers qui ont toujours existé et qui ne sont pas forcément dans le digital. Donc la définition de freelance, elle varie beaucoup dépendant à qui tu le demandes, je pense. Ouais, et je suis d'accord avec toi. En fait, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, il y a des sous-parties, et puis en fait, les indépendants peuvent aussi avoir plusieurs casquettes. Tu vois, par exemple, des personnes qui vont avoir une partie solopreneur, tu vois, ils vont vendre un produit en ligne et en même temps à côté, ils vont pouvoir avoir des clients sur un modèle peut-être plus freelance. Finalement, en tout cas, pour moi, de mon point de vue, l'indépendance, c'est une manière d'avoir plusieurs manières de vendre des prestations, des services. Exactement derrière. ça, et je pense que ça répond à quelque chose. Il y a beaucoup de personnes, et je pense beaucoup d'entre nous, qui ont juste envie de faire plusieurs choses, qui ont plusieurs compétences, qui ont envie de tester aussi bien d'être menuisier et de fabriquer des meubles, et en même temps, je sais développer, donc je vais me lancer un peu dans un peu de dev en freelance pour certains. Et il y a un peu que cette forme d'indépendant qui permet de faire ça, d'arriver à exercer plusieurs passions à la fois et de tester. Il y en a peut-être une qui va décoller plus que l'autre, et dans ce cas, on choisira ça. Mais il n'y a que la forme d'indépendant qui permet ça. Il n'y a aucun salariat où on peut être à la fois menuisier et dev. En tout cas, j'ai encore à trouver ça, quoi. Moi non plus. Mais si quelqu'un trouve, dites-le moi, je veux interviewer cette personne. Effectivement, ça fait écho en fait avec le témoignage de Laurie aussi, qu'on a reçu dans le cadre du mois du freelancing, qui, elle, est indépendante, et dans sa micro-entreprise, elle a une partie consulting, communication digitale, et de l'autre côté, elle est vraiment fleuriste, c'est une artisan, et en fait, ces deux métiers se recoupent. Et finalement, tout est inclus dans une même vie professionnelle. Exactement ça. Et comme tu dis, les deux métiers se recoupent, c'est-à-dire on peut très bien s'alimenter. J'imagine qu'elle utilise ce qu'elle fait en communication et ses talents là-dessus dans son métier de fleuriste. Et en fait, il n'y a aucune raison de se dire qu'on est fait pour un seul job, une seule façon de faire. Et d'ailleurs, encore plus, comme l'étaient peut-être nos parents, nos grands-parents, toute leur vie. Il n'y a aucune raison de ne pas faire plusieurs choses à la fois, et après de sélectionner là où on a envie de mettre toute son énergie. Et donc, ça répond vraiment à ça. Exactement. Et puis l'agilité aussi que ça permet, le freelancing, et notamment les statuts, les outils, etc. On va en reparler. Vous, chez Blanc, vous accompagnez quel type d'indépendants? Alors, on accompagne de façon très large, tous les indépendants au sens structurel dont j'en parlais, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont seules ou quasi seules en entreprise et qui ont tout à gérer. On sait qu'on est meilleur sur certains que sur d'autres. Typiquement, il y a beaucoup de commerçants indépendants, des personnes qui ont leur petite boutique et qui encaissent beaucoup avec typiquement une caisse enregistreuse, qui font des centaines d'encaissements dans la journée. On propose pas de caisse enregistreuse pour l'instant. On va être légèrement moins 10 ans là-dessus. Mais globalement,
à part certains secteurs, on va être adapté dès que une personne a besoin de gérer son entreprise, de gérer ses factures, d'avoir un compte, de payer l'URSSAF, de payer sa TVA, de faire toute cette paperasse. Et en fait, notre observation, c'est que cette paperasse, c'est à peu près la même pour tout le monde, pour tous les indépendants. Finalement, de la gérer pour quelqu'un qui fait, comme je disais, la menuiserie ou fleuriste ou développeur ou dans le bâtiment, il y a plein de choses qui sont similaires. Et donc, on essaie de s'adresser de la même façon comme ça à tous ses clients. Ouais, et justement, je trouve que ce que tu soulignes aussi, c'est que quand on passe en indépendant, il y a quand même tout un écosystème de responsabilités qui vient avec, juridique, comptable, fiscal, et vous les adressez toutes, et c'est ça qui est hyper intéressant. Alors pourquoi c'est important d'avoir les bons outils, d'être bien accompagné au démarrage d'une activité de freelance? Déjà, une explication, un contexte, je pense qu'il faut avoir en tête, surtout pour ceux qui ne sont pas encore lancés ou qui démarrent à peine. On se le dit trop peu, on en pense trop peu, mais le métier de dirigeant d'entreprise, c'est un métier, c'est une compétence. Grand oui. Et non seulement c'est une compétence, un métier, il faut de l'expérience, mais en plus c'est quasiment un temps plein, et j'espère que c'est un temps plein parce que c'est quasiment mon temps plein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très différent. Je reprends ton exemple d'être fleuriste et d'être dirigeant d'entreprise. Il s'avère que les indépendants sont forcément les deux à la fois. Et c'est absolument normal pour tous ceux qui se lancent de ne pas avoir extrêmement beaucoup de compétences, d'expérience sur de la direction d'entreprise, au sens comment je gère ma comptabilité, comment je gère ma facturation, comment je gère tous les différents impôts, taxes qui sont sur mon entreprise et comment je trouve des missions. Ça, c'est normal de ne pas avoir d'expérience là-dessus et de galérer un peu au début. C'est pas son propre métier. Et donc, on essaie d'aller accompagner là-dessus, déjà pour expliquer au début, c'est-à-dire, oui, vous vous posez toutes ces questions, oui, tout le monde s'est posé ces questions de comment je vais gérer mes factures, mes impôts, etc. On va essayer d'expliquer et d'accompagner sur comment faire. Ensuite, de dérisquer un peu, parce que se lancer sans avoir du tout préparé certaines parties de l'administratif, ça peut être assez risqué. Certains risques qui sont petits, genre je me prends des pénalités parce que j'ai oublié de déclarer ou de payer je ne sais quoi. On est tous passés par là. Voilà. Certains risques qui sont plus importants. Je me lance dans un métier, j'ai pas vu qu'en fait il me fallait telle certification ou qu'il me fallait telle assurance ou telle chose. Ça peut signifier l'arrêt de la boîte derrière. Donc il y a un certain nombre de risques comme ça où on essaie d'accompagner pour dérisquer ça. Et ça, c'est vrai au début et c'est vrai sur toute la durée, essayer d'automatiser, de rendre le plus invisible possible certaines choses. Et ça, c'est un peu le but ultime dans un certain nombre de choses qu'on fait. Je vais prendre un exemple qui fonctionne bien chez nos clients et qu'on aime bien mettre en avant, tout ce qui est URSSAF. Ça coche à peu près toutes les cases de ce que j'ai dit avant. C'est déjà quelque chose d'un peu complexe à comprendre. On ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé quand on se lance, donc on l'explique. Il y a des petits risques associés de je déclare mal, je vais devoir payer des pénalités, etc. On accompagne là-dessus. Et surtout, on essaie de l'automatiser complètement, de le rendre invisible en disant, en fait, vous êtes indépendant, vous êtes chez Blanc, on va vous prendre cette gestion de l'URSSAF, on va la gérer de notre côté, faire les déclarations, faire les paiements, vous informer de ce qu'on fait à chaque fois. Et c'est le but ultime de tout ce qu'on développe chez Blanc, c'est en fait pas juste d'expliquer l'administratif, mais de l'enlever de la tête de chacun des indépendants, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, vous, du coup, votre vision, c'est de pouvoir finalement être un bras droit d'un freelance, quoi. Exactement, être un peu le... Alors le truc, c'est beaucoup de métiers à la fois, mais le CFO, expert administratif, juriste, etc., d'un indépendant sur en fait toute la partie du métier dont je parlais, de dirigeant d'entreprise, qui n'est pas son métier. Ouais, ça c'est un message qui est très important. Je le dis très souvent sur le Tilt et on en a beaucoup reparlé ensemble sur le mois du freelancing. C'est que le cœur de métier qu'on a envie d'exercer en freelance ne vient pas sans les responsabilités de chef d'entreprise, comme tu le dis, et commercial. Alors si on prend du coup le cycle de vie d'un aspirant freelance ou d'un freelance qui a ça de se lancer, la première question qui se pose en général, c'est quel est mon statut juridique ? Quelle est votre expertise là-dessus et comment est-ce qu'on choisit son statut? C'est difficile de faire une réponse très précise là-dessus. Les choses un peu larges, mais je pense que j'apprendrai pas grand-chose à personne qui écoute ce podcast. C'est la grande majorité des créateurs d'entreprise se lancent en micro-entreprise, auto-entreprise. C'est le plus évident, c'est le plus simple dans la majorité des cas. Il y a aussi beaucoup de cas particuliers où c'est pas la bonne façon de se lancer. Si vous voulez faire certains types d'activités, il y a certains types d'activités qui n'ont pas le droit d'être exercées en micro-entreprise. Tu penses à quoi, par exemple ?
À quoi je peux penser, par exemple, dans le BTP, il y a un certain nombre de micro-entreprises, tout ce qui est fonction réglementée, par exemple. Vous voulez vous lancer en avocat Ouais. Oui, c'est indépendant, les les fonctions professions libérales qui sont... libérales, Ouais, voilà, ouais, c'est clair. exactement, infirmière, etc. Il y a plein comme ça, de métiers qui s'exercent tout simplement pas du tout en micro-entreprise. Il y a tout un cas particulier, tout un tas de cas particuliers aussi. Si vous voulez faire quelque chose de particulier avec votre entreprise, alors soit par exemple prendre un associé. Si vous voulez être deux dans l'entreprise, par définition, c'est pas une micro-entreprise. Dans certains cas, si vous commencez à penser de faire une entreprise aussi pour la céder derrière à vos enfants ou pour ajouter derrière votre famille à l'intérieur, c'est des cas où la micro-entreprise n'est pas adaptée. Donc beaucoup de cas particuliers, il faut prendre le temps d'aller l'analyser à chaque fois. La réponse globale, et je crois que je vais dire une bêtise, mais ça doit être à peu près 70-80% des créations d'entreprises, c'est la micro. Mais il faut prendre le temps, si vous pensez qu'il y a un cas un peu particulier, d'aller l'étudier et de regarder si c'est adapté. Oui, complètement. Et puis aussi de pouvoir peut-être se poser sur à quoi va ressembler l'activité pour avoir des vrais points de comparaison des statuts, finalement. Parce que les indépendants, ce qu'ils vont regarder en premier, ça va être la micro, le URL, la SASU, principalement. Et donc, de pouvoir se dire, est-ce que, je ne sais pas, j'ai beaucoup de charges que je peux défrayer, des points vraiment précis et qui collent à l'activité qui est envisagée, en fait. Ça, c'est très important de prendre le temps de le faire. Et il y a beaucoup de ressources disponibles. Vous en trouverez sur le blog de Blanc, sur le Vous avez blog des de tout un tas de gens. Voilà, exactement. Pour faire le point. Mais sauf si vous êtes absolument certain de soit de vous, soit globalement que la situation est simple, c'est quand même ça coûte pas grand chose en général, voire même dans pas mal de cas ça coûte rien du tout de se faire accompagner, d'avoir une personne experte comptable ou pas ou juriste, mais qui puisse accompagner sur ce choix-là. C'est un choix qui va suivre un peu dans la durée, donc ça vaut le coup de juste prendre un peu de temps au début et de prendre un vrai conseil d'un humain qui s'y connaît en face, et pas juste de blog pour aller savoir exactement comment se lancer. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, le choix est assez simple. Écrivez à Blanc si vous avez un... Par exemple, on fait de la création d'entreprise, on en fait beaucoup, donc on aide à choisir exactement son statut. Donc là, notre aspirant freelance, ça y est, il s'est lancé, il a monté sa micro-entreprise. C'est quoi l'étape d'après en termes de juridique, comptable, fiscal ? Alors, je dirais même, en fait, il y a beaucoup d'étapes avant. Cette préparation, on a parlé dans la préparation du choix de la forme de l'entreprise, mais ce que je répète souvent, c'est il y a beaucoup de préparation en amont, avant même de créer l'entreprise, sur lequel il ne faut pas du tout faire l'impasse et se pencher un peu avant même de lancer la moindre démarche ou avant même de quitter son CDI ou quoi que ce soit. De regarder donc la forme de l'entreprise, la façon dont je vais devoir me lancer, de se renseigner un minimum sur les obligations qui vont être les miennes. Par exemple, je parlais des impôts, des déclarations, des choses comme ça. Mais de bien se renseigner sur son marché et ce qu'on veut lancer globalement, c'est pas forcément très complexe. Qui autour de vous, qui sur le marché a fait des choses qui ressemblent de près ou de loin à ce que vous faites, et qu'est-ce qui leur a réussi, qu'est-ce qui leur a pas réussi. Si un certain nombre d'entreprises autour ont testé des choses similaires et n'ont pas réussi, qu'est-ce que vous avez comme argument supplémentaire, comme conviction qui fait que vous allez réussir? De faire un minimum d'analyse économique. Vous vendez combien de produits, de services à combien, et ça vous coûte combien de les produire? C'est une équation très simple, un calcul très simple. Un business plan. Voilà, exactement. Mais le business plan, c'est pas forcément plus compliqué que juste ce que je vends, combien je le vends et combien ça me coûte. Et de regarder si au début ou assez rapidement, ça va s'équilibrer. C'est à peu près aussi simple que ça. Mais beaucoup de gens se lancent sans avoir fait ces calculs-là basiques. Donc ça vaut le coup de se poser là-dessus. Mais ça, c'est important ce que tu dis parce que souvent, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Les gens se font une montagne parce que c'est une nouvelle compétence. Mais effectivement, parfois, il n'y a pas besoin de calcul savant pour savoir peu ou prou à quoi va ressembler l'économie de son business, quoi. Et puis, il faut pas... c'est complètement vrai ce que tu dis. Et il faut pas chercher, faut pas se perdre dans les détails parce que il y en a un certain nombre qui ne l'étudient pas avant. Il y en a aussi bon nombre que je connais qui se perdent complètement. C'est-à-dire, j'ai jamais été fleuriste personnellement, mais j'essaie d'imaginer un bébé de fleuriste. Je vais commander tant de bouquets. Les bouquets, je les vendrai à temps. Et j'imagine qu'il va y avoir tant de gens qui vont rentrer dans ma boutique. J'aurai un taux de transformation sur les gens qui rentrent dans ma boutique de 20%, etc. Encore une fois, j'ai jamais été fleuriste, donc là-dessus, je pourrais pas me prononcer, mais j'ai l'expérience et la conviction que faire un BP aussi détaillé, ça ne marche jamais. C'est pas de toute façon ce qu'il faut faire. Il faut rester dans des
des calculs qui sont assez haut niveau. J'imagine avoir à peu près autant de ventes et en moyenne, ça sera à peu près autant. Ça me coûte à peu près tant de faire mon business, que ce soit d'acheter du matériel, d'acheter des matières premières, etc. Et il ne faut pas chercher à rentrer trop dans le détail. Ça ne validera jamais le passage à la vraie vie et au vrai business, quoi. Une ligne directrice. On cherche une ligne directrice. Exactement. Et se dire, est-ce que globalement, ça a l'air d'être un business qui est serein, enfin, qui est rentable ou pas, quoi. Ok, donc là, notre freelance, il a fait son BP. Il s'est lancé en micro, admettons. C'est quoi la suite de son parcours? Alors, si on considère qu'il y a toute une partie de aller créer réellement l'entreprise qui est pas négligée sur comment elle est créée, soit en micro, soit en non-micro, si on met cette partie-là de côté, c'est aller chercher tous les outils qui sont autour. On en parlait beaucoup au début. Si vous vous lancez en indépendant, vous allez avoir 2 métiers, celui que vous avez choisi, fleuriste, menuisier, développeur, et dirigeant d'entreprise, chef d'entreprise. Et autant sur le premier, en général, vous le connaissez bien, vous savez comment vous équiper et quoi faire. Par contre, sur le second, il y a besoin d'aller vraiment chercher des personnes qui peuvent vous accompagner, des outils, de l'automatisation. Et donc là, je parle d'un compte déjà qui fonctionne bien et qui fait gagner de l'argent, évidemment. C'est notamment ce qu'on fait, c'est notre métier. J'ai une question là-dessus. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un compte, quand on ouvre une micro-entreprise par exemple, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un compte séparé de son compte courant? C'est pas toujours obligatoire, c'est de plus en plus obligatoire. Le gouvernement, les réglementations le rendent de plus en plus obligatoire, mais sous un certain seuil de chiffre d'affaires, vous pouvez continuer à opérer avec votre compte en tant que particulier. Au-dessus d'un certain seuil, il faut simplement un compte à part, que vous ayez vos transactions perso d'un côté et les transactions pro de l'autre. Ça peut être un compte dans une banque pour particulier, sauf que ce qu'on conseille en général, c'est déjà les banques pour particuliers vont en général essayer de faire la chasse un peu aux personnes qui l'utilisent en tant que professionnels, parce qu'il y a un certain nombre de risques associés pour les banques, et donc elles apprécient pas trop forcément d'avoir des professionnels sur leur compte particulier. Et deuxièmement, c'est dommage, ça manque à gagner. Et c'est là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire votre métier chef d'entreprise va nécessiter beaucoup de temps, beaucoup de compétences, de gérer des factures, de l'administratif, etc. Le compte pro, il est là pour vous aider à ça et d'automatiser un certain nombre de choses et de rendre plus simple un certain nombre de choses. Donc c'est dommage de partir avec les mauvais outils dès le début, d'autant que il y a plein de comptes pro sur la place qui coûtent pas des milliers et des cents. C'est pas tant l'investissement, c'est de se gagner un peu de temps, de se gagner un peu de sérénité en choisissant les bons outils et sans partir avec quelque chose qui est pas très adapté, quoi. Ouais. Et du coup, chez Blanc, comment ça se passe? Quel est votre... Moi, j'ouvre un compte Blanc demain, j'ai accès à quoi? Un compte, déjà. Ouais, c'est pas mal, déjà. Ce qui est pas Pour mal. Recevoir et sortir de l'argent, c'est une bonne base. Voilà, c'est le cœur de ce qu'on propose, c'est avoir de quoi gérer ses finances. Donc un compte, des moyens de paiement, la carte, la capacité à encaisser, voilà, tout ce que vous pouvez attendre d'un compte qui fonctionne en temps réel, qui fonctionne bien, qui est sur une app mobile ou sur le web. En fait, tout ce que vous pouvez vraiment attendre de votre banque et à des tarifs qui sont plutôt largement en dessous du marché. Chez Blanc, on commence à 6 € par mois. Ok. Ça, c'est un peu la base, je dirais. Et vous trouverez ça, je considère qu'on fait les choses plutôt bien là-dessus, mais vous trouverez des offres similaires à plusieurs endroits. C'est là où vraiment on veut apporter, et de plus en plus, et ce qu'on fournit autour du compte, c'est des outils sur tout ce qui n'est pas directement bancaire, ce qui n'est pas directement du paiement, mais que vous aurez à faire de toute façon et qui est important. Donc, toute la partie au début, j'ai pas trop mentionné, de création d'entreprise, déjà vous aider à créer l'entreprise. La partie gestion des factures, donc chez Blanc, donc il y a un outil d'édition de devis, de factures, qui essaie d'automatiser beaucoup les choses, de les rendre assez simples, de gérer. Ça, c'est très important. Bah oui, parce que c'est obligatoire de toute façon. On les a vus, les freelances qui font leurs devis sur Canva, voilà, et qui galèrent. On les connaît, il ne faut pas faire ça. Et en fait, c'est pas compliqué ces outils-là. Donc il y en a un qui est inclus directement dans le compte Blanc. Ça permet de faire un devis, une facture en quelques secondes, 1 minute, de convertir le devis en facture si le client a validé, de suivre un peu toutes ces factures, savoir qui a payé, qui n'a pas payé. C'est un peu le b.a.-ba pour se lancer. Et donc, on ajoute à ça des outils qu'on appelle de pré-comptabilité, c'est-à-dire aider à faire toutes ces obligations de suivi de ses finances, ajouter les justificatifs, gérer ses notes de frais. Donc, vous faites un paiement avec votre carte pro, vous prenez en photo directement le ticket de caisse, ça scanne automatiquement la TVA, la catégorisation, ça vous le place à côté de la transaction. Et comme ça, vous avez une compta qui est propre dès le début, sans y passer beaucoup de temps. Donc ça, c'est un ensemble d'outils aussi qu'on met avec le compte et qui permet de gérer ça.
Ce dont je parlais tout à l'heure, les déclarations automatiques à l'URSSAF, qui marchent bien et qui permettent de simplement juste arrêter d'y penser et d'être serein sur le fait que ça va être déclaré, ça va être payé en temps et en heure et correctement. Voilà, donc tout ça est accessible lorsque vous avez un compte banque. J'ajoute à ça des assurances pro qui sont adaptées. On en a peu parlé au début, mais pour un certain nombre de gens, on ne le regarde pas trop au moment de la création, on s'aperçoit après que c'est utile. Là, je parle de quoi? Donc, des assurances, une RC Pro, de quoi se couvrir. Est-ce que tu peux redire ce que c'est? Parce que les gens ne savent pas toujours en quoi c'est utile d'avoir une RC Pro. Absolument. Quand on se lance à son compte. Une RC Pro, c'est assez générique, c'est pour couvrir tout ce qui peut mal se passer dans la gestion de votre entreprise et couvrir les risques qu'il peut y avoir sur des dommages que vous causez à des tiers. Donc, de la même façon que vous avez une assurance, alors ça va être similaire à par exemple tout ce qui est assurance habitation, assurance responsabilité civile pour un particulier. Si vous causez des dommages à des tiers et que c'est plutôt votre entreprise qui l'a causé, c'est la RC Pro qui va couvrir. Donc ça, c'est une assurance un peu générique qui va couvrir pas mal de choses. Après, il y a des assurances qui sont plutôt liées pour couvrir la personne qui est derrière l'entreprise. Je pense notamment à tout ce qui est prévoyance mutuelle. Quand vous êtes en indépendant, vous avez plus tout ce qui est lié au salariat. La mutuelle, la protection santé, la protection juridique. Ça, c'est un truc qui revient très, très souvent. Moi, j'accompagne des gens à changer de vie pro et notamment à se lancer en free. Et j'ai très, très, très souvent la question de « mais comment est-ce que je vais reconstituer ma couverture sociale ?» Et c'est une énorme crainte que moi, j'observe chez les gens qui ont envie de changer de forme de travail, en fait. Donc là, on a parlé de RC, hyper important. On parle de prévoyance. Bien évidemment, il faut penser à la mutuelle, tu nous le disais. Est-ce qu'il y a d'autres choses à envisager pour reconstituer sa couverture sociale? Alors, avec déjà celle-là, et j'ajouterai une dernière chose, une troisième qu'on fournit par défaut, elle est dans toutes nos offres, c'est la protection en cas de perte d'activité. Typiquement, je reprends mon exemple du menuisier, je suis menuisier, je me casse un bras, forcément je peux plus exercer pendant un certain temps, j'ai une perte d'activité liée à ça. Là, c'est le genre de cas sur lequel il faut se prémunir parce que, encore une fois, vous êtes salarié, la couverture santé va gérer ça. Vous êtes en indépendant, vous avez une perte de chiffre d'affaires parce que vous êtes cassé le bras, c'est la faute de personne, mais vous avez plus de chiffre d'affaires. Et donc on a notamment chez Blanc, on a les assurances qui couvrent ça. Ça, c'est un peu ce qui va permettre vraiment de reconstituer une couverture qui est à peu près complète. Et après, il y a plein d'assurances qui sont un peu spécifiques. Je pense ça prendrait trop de temps d'aller dans les détails, mais dans le BTP, il y a tout ce qui est décennal, il y a tout ce qui est... Et ça dépend un peu du secteur d'activité de chacun. Ouais, c'est hyper intéressant. J'avais rencontré un jour un cuisinier qui avait fait assurer ses mains à un montant astronomique. Effectivement, si se coupe une main, un doigt, c'est compliqué, quoi. Et alors après, si c'est, je ne sais pas quel grand cuisinier qui assurerait ses mains, ça va être quelque chose d'un peu particulier, mais le fait juste de s'assurer en cas de, si vous avez quelque chose aux mains, aux bras, n'importe quoi, et que vous êtes cuisinier, c'est pas tant qu'elles ont une valeur particulière, c'est juste que vous avez de la perte de chiffre d'affaires associée, donc c'est normal de s'assurer, quoi. Ouais, c'est pas exactement la même chose que Taylor Swift qu'elle sur ses jambes, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi un autre très gros sujet nébuleux pour les gens qui ont été en CDI, par exemple, et qui veulent se lancer en freelance. C'est la retraite. Énorme sujet. Point de douleur pour passer en freelance. Comment on fait pour espérer un jour avoir une retraite quand on passe indé? Le premier, je pense, le principal conseil que je donnerais là-dessus, c'est là juste de se renseigner, de s'intéresser en détail au sujet. Et je donne ce conseil parce que j'ai quelques chiffres exacts, mais au global, 80% des créateurs d'entreprises s'intéressent pas du tout au sujet et ils sont relativement paumés sur à quelle chose ils vont être mangés en termes de retraite. Ouais. Donc c'est vraiment la première chose à faire, c'est juste de comprendre comment ça fonctionne. Dans certains cas, c'est un peu complexe. Dans d'autres cas, dans la majorité, par exemple, des micro-entrepreneurs, c'est pas si complexe. Alors, ça protège pas forcément bien. Il faut le découvrir vite, mais au moins, il faut le comprendre. Cette expérience, il y a 2 ans. Je suis allée sur mon relevé, je sais plus comment s'appelle le site. Ouais, effectivement, le site de la retraite. Ouais, on peut faire un relevé de à quoi va ressembler sa retraite dans X années. Je suis tombée de ma chaise. Voilà. Donc, il faut avoir en tête cette question, c'est important. Et en fait, il faut l'avoir en tête
simplement pour se dire je toucherai tant à la retraite, en tout cas voilà à quoi ça va ressembler, et aussi parce que en le sachant, il y a des petites mécaniques, des petits tips à avoir qui permettent juste de bien préparer les choses. Typiquement pour simplifier, dans la majorité des créateurs d'entreprise, donc pour les micro-entrepreneurs, la retraite c'est par montant de chiffre d'affaires, c'est proportionnel au montant de chiffre d'affaires que vous accumulez sur l'année. Et donc, il y a des petits effets en comprenant bien les choses, en sachant exactement combien il faut faire de chiffre d'affaires sur l'année et combien ça vous permet de cumuler de trimestres pour votre retraite. En ayant les chiffres en tête, ça permet simplement de savoir, OK, là, ça serait bien que j'atteigne tel montant de chiffre d'affaires et peut-être que ça nécessite que, je sais pas, 50 euros, 100 euros de plus que ce que j'ai touché. Il faut juste que j'atteigne le taquet parce que ça me permet d'avoir un trimestre de plus. En ayant les chiffres en tête et en y réfléchissant 2-3 fois par an sur est-ce que j'atteins bien les bons montants, ça permet d'assurer l'avenir. C'est pas beaucoup d'investissement, il faut juste passer un peu de temps pour le comprendre et ensuite, encore une fois, y réfléchir que 2-3 fois dans l'année, mais au moins vous savez ce qui va se passer dans le futur. Ouais, exactement. Et je ne suis pas une experte du sujet des retraites, mais il y a tout une partie aussi qu'on peut reconstituer avec des PER, ce genre de produits qui permettent de pouvoir aller plus loin aussi. Mais donc, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est important de creuser les options pour pouvoir reconstituer sa couverture sociale et aussi assurer ses arrières pour la retraite. Et je serais très mal vu en interne chez Blanc si je ne citais pas le fait qu'on a beaucoup bossé sur le sujet parce que c'est des questions que nous posent pas mal les clients et sur lesquelles on va accompagner. Donc, il y a beaucoup de contenu là-dessus qu'on écrit, sur lesquels on accompagne dans le produit directement. Tu parlais de PER, par exemple. Ouais, très bon webinaire de votre part. Webinaire, exactement, sur le sujet. Donc, je conseillais, informez-vous sur la retraite. Par exemple, on propose beaucoup d'infos là-dessus. Ouais. Et un point aussi que je trouve important à rajouter, c'est que dans ce fameux BP, reconstituer sa couverture sociale, c'est un budget. Et il faut l'avoir en ligne de mire. Parce que c'est pas une boîte qui va payer pour vous, c'est vous qui allez payer pour votre couverture sociale. Et c'est pas gargantuesque, mais il faut le faire, quoi. Donc il faut avoir une idée du montant aussi. C'est exactement ça. Il y a une espèce de concept à avoir en tête. C'est si vous êtes en CDI, en fait l'entreprise gère énormément de choses pour vous et énormément de protection pour vous. Donc c'est un peu simple du point de vue gestion. Vous faites votre boulot, vous n'êtes pas licencié et normalement tout se passe bien. Et en indep, le principe c'est qu'il faut tout gérer soi-même et donc penser à aller reconstituer sa couverture sociale, sa mutuelle, ses assurances, penser soi-même à la retraite. Ça demande plus de boulot et c'est tout le boulot de chef d'entreprise dont on parlait. Mais en général, on y trouve son compte. Ouais, je suis d'accord. Et maintenant qu'on a fait le tour de toutes les responsabilités qui viennent avec le fait de passer en indépendant, si tu avais quelques conseils un peu clés à donner à celles et ceux qui nous écoutent et qui sont en train de passer freelance ou qui sont dans une réflexion assez avancée, qu'est-ce que tu leur dirais ? Le premier conseil qui est très lié à tout ce qu'on se disait là, c'est si vous n'êtes pas encore lancé, je vais vous prédire l'avenir très rapidement et c'est la même chose pour tout le monde. Vous allez passer beaucoup de vos soirs et week-ends à gérer des choses non intéressantes comme des factures, de la relance, n'importe quelle paperasse. Donc juste prévoyez les choses en avance. Informez-vous sur les solutions qui existent pour essayer de perdre le moins de temps possible là-dessus. Blanc en a une, il y en a plein d'autres. Et cherchez à vous faire gagner du temps à votre vous futur quand vous serez lancé à fond sur votre métier et que vous n'aurez absolument pas envie de passer vos soirées week-end sur de la paperasse. Donc ça, c'est le premier vrai conseil qui est du ressort de équipez-vous, préparez-vous à ce qui arrivera derrière. Et il n'est jamais trop tard. C'est pas parce qu'on n'a pas prévu ces outils-là au moment de la création d'entreprise que c'est trop tard pour les faire après. Mais c'est bien de les avoir en avance. Et je pense que c'est mon conseil principal. Sur le reste, honnêtement, le truc incroyable qu'on a chez Blanc, c'est certes, on accompagne sur les aspects administratifs, mais on accompagne du coup des gens qui peuvent se concentrer sur leur métier eux-mêmes. Et donc là, on a des fleuristes, des menuisiers, des chauffeurs, tout ce qu'on peut imaginer comme métier. Et ça, c'est absolument passionnant à voir et à accompagner. Et donc l'autre conseil, mais je pense qu'il n'y a absolument pas besoin que je le conseille, c'est kiffer sur votre propre métier. On va essayer de notre côté Blanc, d'assurer les arrières sur les parties qui sont un peu galères pour pouvoir vous permettre de vous concentrer sur exactement le métier que vous vouliez faire. Oui, puisque tu dis, c'est très important aussi, tu parlais de pouvoir échanger avec des personnes qui font le cœur de métier, qu'on target, etc.
Le côté inspiration et rencontre dans un lancement en freelance, il est très important. Et c'est aussi pour ça qu'on a co-créé ensemble le mois du freelancing. C'est de pouvoir mettre en avant des parcours de freelance qui sont déjà lancés, qui sont passés par tout ce chemin-là et qui peuvent faire un retour d'expérience du concret, quoi. Donc, c'est aussi pour ça qu'on propose ce type d'interview parce qu'il y a beaucoup de valeur aussi dans l'expérience qu'ont déjà eu les freelances qui sont déjà sur le terrain. C'est complètement vrai et c'est vrai qu'un biais naturel de beaucoup d'indépendants, c'est de rester seul dans leur activité parce que même par définition, c'est dans le mot, un indépendant, il est globalement seul à exercer son activité. Et il faut lutter contre ça. Il ne faut pas rester seul. Il faut écouter des podcasts comme le Tilt pour avoir beaucoup d'informations sur ce que font les autres à côté. Il faut aller parler à d'autres indépendants sur des métiers similaires. Il y a plein de communautés. Le freelancing, le métier, la forme en indépendant globalement est en explosion. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, qui peuvent accompagner. Il ne faut vraiment pas rester dans son coin, quoi. Ouais, c'est clair. On parle de la forme de travail, mais le cœur du travail, il est jamais solo parce qu'on a des clients, des partenaires, des gens avec qui on échange tous les jours et c'est ça qui est très cool aussi. C'est le foisonnement de l'écosystème dans lequel on peut évoluer. J'ai une dernière question pour toi, Simon, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités, entrepreneurs, qui te conseilleraient, t'épauleraient tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans ? Il y a une grosse partie, je pense que c'est important d'avoir dans son board des personnes qui sont capables d'accompagner sur les enjeux majeurs de l'entreprise. Donc, la première personne que je chercherais, c'est une personne qui puisse nous accompagner sur du produit, de la technologie, mais au sens, pas de la technologie de garage, la technologie à mettre entre les mains de tout le monde. Parce que c'est absolument clair dans ce qu'on fait. Vu qu'on veut automatiser, simplifier beaucoup de choses pour nos clients sur les aspects administratifs, on doit avoir quelque chose de très simple à utiliser, de facile, où on a l'impression de ne pas perdre du temps du tout. Et il y aurait beaucoup d'exemples, mais si j'ai le droit de choisir absolument n'importe qui, je pense Steve Jobs. Mettre à disposition une technologie de façon extrêmement simple à utiliser et même en faire un plaisir, c'est quand même carrément ce qui a été fait. Donc je prends Steve Jobs, voilà, si j'ai le choix, pas de souci. Une deuxième partie, ça c'est assez spécifique à notre métier. On est sur un métier où le suivi financier de l'entreprise est très important. Qu'est-ce qu'on vend à nos clients, combien ça coûte de faire de la banque, de faire du paiement, de faire tout ce qu'on fait. Il y a quelques personnes, je trouve, qui font que j'estime beaucoup et qui, je trouve, font un très bon boulot là-dessus. Je pense à Paul Lay, notamment de La Belle Vie, un des entrepreneurs français qui marche très très bien et qui, moi, me marque beaucoup sur l'aspect une maîtrise parfaite des finances de sa boîte, du fonctionnement de sa boîte, une connaissance parfaite de tout ce qui est... C'est l'impression que ça me donne, en tout cas, de tout ce qui fonctionne. Donc, s'il acceptait et s'il m'écoute un jour, je prendrais bien. Génial, super. Et puis un dernier, parce qu'il en fallait 3. Dans ce qu'on fait, c'est un biais naturel, c'est de s'éloigner complètement de notre vrai métier, de perdre complètement les fondamentaux. À la fin, c'est des comptes qu'on fournit à nos clients. On gère du bancaire, des flux de paiement, des cartes. Et je pense que si vraiment je devais choisir dans l'absolu, je voudrais quand même avoir un vrai banquier, quelqu'un qui connaît parfaitement ce monde-là. Et je pense que c'est l'équilibre entre... Et donc un vrai banquier, naturellement, mon actionnaire, c'est Crédit Agricole, donc j'irai le chercher là, et j'en ai déjà un certain nombre dans le board. Mais pour avoir un bon équilibre entre le vrai monde bancaire, c'est ce qu'on fait, la tech, le produit, et gérer une entreprise au cordeau, comme je pense, ça m'a l'air d'être le cas chez La Belle Vie. Génial. Bon, il y a déjà un bout de board que tu as, et je te souhaite de pouvoir le compléter avec ces 2 entrepreneurs incroyables si jamais tu arrives à les réunir, ce qui n'arrivera pas puisque Steve Jobs n'est plus avec nous. Appelle-moi, je veux participer à ce dîner. J'appellerai Tim. Simon, un grand merci pour cette super discussion. Je suis certaine que ça va aider énormément d'aspirants freelance qui nous écoutent. Je mettrai toutes les ressources dont on a parlé, que vous proposez dans la description de l'épisode. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Simon Parisot. J'espère que tous ces bons conseils pratiques vous ont aidé à mieux comprendre les enjeux d'un lancement en freelance. Et donc, encore un grand merci à Blanc d'être mon partenaire sur ce mois du freelancing et d'aider tous les aspirants freelance à se lancer avec les bons outils. J'ai beaucoup de chance d'être soutenue par des experts qui connaissent leur sujet sur le bout des doigts. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcasts et Spotify, mettre 5 étoiles et un commentaire, c'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le Tilt. Merci beaucoup et à bientôt!